Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une de votre journal ce soir. C'est confirmé, 2 cas de coronavirus sont signalés au Cameroun. Un Français d'origine camerounaise et sa compagne en isolement à l'hôpital central de Yaoundé. Le ministre de la Santé publique rassure et appelle à la vigilance. Ce sera le 22 mars 2020, la date des législatives partielles dans certaines circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le décret portant convocation des électeurs a été signé ce jour par le président de la République. J-2 pour la Journée internationale de la femme et c'est sans répit pour les femmes déterminées à donner un cachet particulier à cet événement. Les activités foisonnent et mobilisent dans diverses administrations et associations. Voilà pour les titres, les détails c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir. Chez vous, d'abord, l'économie de ce communiqué de presse signé du ministre de la Santé, communiqué confirmant le 2e cas de du Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique annonce la confirmation d'un 2e cas de Covid-19 sur le territoire camerounais. Il s'agit d'une citoyenne camerounaise qui a été en contact étroit avec le premier sujet confirmé. Les 2 cas sont isolés à l'hôpital central de Yaoundé et reçoivent un traitement symptomatique approprié. Les commodités de base sont assurées dans le strict respect des exigences éthiques et de sécurité sanitaire. Le traçage et la recherche des sujets contacts particulièrement à risque est effective. Le ministre de la Santé publique appelle à la vigilance des populations et au respect des règles d'hygiène. Il exhorte particulièrement les personnes ayant été en contact avec les 2 cas signalés à composer le numéro 1510 afin d'être prises en charge rapidement. Le Cameroun compte à l'heure actuelle donc 2 cas confirmés de Covid-19. Le ministre de la Santé publique l'a rendu public par voie de communiqué. Ce matin déjà, le docteur Manaouda Malachi confirmait le tout premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un citoyen français âgé de 58 ans arrivé à Yaoundé le 24 février dernier et qui est désormais en isolement au centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé. Les faits et les assurances du ministre de la Santé dans ce reportage signé Martine Weldingue. La nouvelle est tombée ce vendredi. Le Cameroun enregistre désormais 2 cas de Covid-19. Le ministre de la Santé publique a confirmé le premier sur les antennes de la CRTV après publication de son communiqué largement partagé sur les médias sociaux. Je me dois de vous le confirmer. Nous avons un cas de coronavirus au Cameroun. C'est en français de nationalité. Nous avons aussi des équipes, n'est-ce pas, qui sont allées désinfecter tous les lieux où il a dû séjourner et nous pensons que la situation en ce moment est encore sous contrôle. La situation est donc sous contrôle, rassure Manaouda Malachi. Le dispositif sanitaire mis en place a été déployé pour limiter les contaminations. Lorsque nous suspections déjà le cas, nous avions déployé tout le mécanisme, que ce soit autour de lui pour pouvoir le confiner à l'endroit où il est pour qu'il ne soit pas en contact avec d'autres personnes, que ce soit maintenant dans un entretemps avec lui pour pouvoir retracer, n'est-ce pas, tous ces contacts. On ne devrait pas céder à la panique. Le gouvernement a pris des mesures. Il faudrait simplement que la population accompagne l'ensemble de ces mesures, l'observance des mesures d'hygiène habituelles. C'est cette surveillance active mise en place par le pays depuis la survenue de cette épidémie de coronavirus qui a permis de détecter le 2e cas. Il s'agit d'une dame qui a été en contact étroit avec le premier sujet confirmé. Les 2 cas sont isolés à l'hôpital central de Yaoundé où ils reçoivent un traitement symptomatique approprié. C'est donc officiel. Le Cameroun est entré ce vendredi sur la liste des pays touchés par le coronavirus. Il ne faut pourtant pas céder à la panique, ce d'autant plus que la maladie peut être évitée. Sur les mesures et les précautions à prendre, voici les conseils de professionnels de la santé rassemblés dans ce reportage de Lucie Colette Avoulou. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique centrale et le 8e pays du continent à annoncer 2 cas de Covid-19. Le dispositif sécuritaire efficace et appréciable mis en place par le Cameroun depuis la survenue de cette épidémie a permis de détecter ces cas. Un citoyen français arriva à Yaoundé le 24 février et une Camerounaise qui a été en contact étroit avec le monsieur. Les 2 cas sont isolés à l'hôpital central de Yaoundé et reçoivent un traitement symptomatique. La surveillance
épidémiologique doit particulièrement être renforcée sur toute l'étendue du territoire et à tous les points d'entrée, que ce soit les points d'entrée aéroportuaires, portuaires et même les points d'entrée terrestres. Le système s'est également préparé à pouvoir les accueillir dans des formations sanitaires dédiées à leur traitement. Pour le ministre de la Santé publique, toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour contenir les risques de propagation du virus. Toutefois, la vigilance de tous est recommandée et les règles d'hygiène doivent être strictement respectées. Le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou utiliser des solutions hydroalcooliques, se protéger avec le pli du coude lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, utiliser des mouchoirs jetables et après cela, toujours pratiquer l'hygiène des mains. Une veille téléphonique au numéro vert 1510 fonctionne 24 heures sur 24 au Centre national des urgences sanitaires. Une salle d'isolement est aussi prête à l'hôpital central de Yaoundé. C'est donc une ville de Yaoundé paisible depuis la confirmation de 2 cas de coronavirus au sein de sa communauté. Dans les pharmacies, eh bien, les rayons ne sont pas toujours achalandés de masques dans les pharmacies. On y annonce même la disparité de la chloroquine depuis quelques années. Une descente sur le terrain et dans quelques pharmacies pour capter le sentiment des populations de Yaoundé sur une présence indésirée, le coronavirus. Pierre Binambarga. À Yaoundé, l'annonce de la confirmation d'un cas de coronavirus fait frémir quelques-uns. C'est une très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si on est préparé à faire face à ce type de virus. Avec le comportement des gens, l'incivisme, le désordre qu'il y a, nous aurons beaucoup la peine à se débarrasser de ce virus-là. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais en tant que Camerounaise, je pense que nous sommes vaccinés un tout petit peu contre parce que notre alimentation est vraiment différente de ces gens. Dans les pharmacies, les masques de protection ne sont pas encore à la mode. Je vois les masques qui sortent, qui entrent, mais moi-même, je n'ai pas encore eu écho. La chloroquine qu'on a utilisée quand nous on était bébés, qu'elle agit sur ce virus-là, moi j'aimerais qu'on me montre les preuves. Mais à l'entrée de l'hôpital central de Yaoundé, ne pas arborer son masque fait l'exception de la règle. La planète est envahie par le coronavirus et il se trouve qu'il est désormais impossible de se mouvoir en public sans ce masque de protection. Le coronavirus est une réalité qui ne devrait pas entraîner une psychose totale. C'est un virus qui est dans le viseur du ministère de la Santé publique et de ses partenaires. Je travaille pour le compte d'une entreprise chinoise. Je viens donc ici à l'hôpital central pour un entretien avec le directeur de l'hôpital central pour voir dans quelle mesure nous pouvons l'aider à faire face aux éventuels cas à venir. Ce n'est pas le temps de la panique. Les médecins recommandent pour l'heure le strict respect des règles d'hygiène. Le ministre de la Santé publique a achevé ce vendredi à Douala, la capitale économique, sa visite de contrôle du dispositif de veille et de prise en charge du coronavirus. Le docteur Manaouda Malachi s'est rendu au port de Douala et à l'hôpital Lakintini de Douala. Le moment d'échange avec les opérateurs économiques a été marqué par la confirmation de 2 cas de coronavirus au Cameroun. Plus de précisions avec notre reporter de CRTV Littoral, Christy Kondo. Le premier cas de coronavirus déclaré officiellement ce vendredi matin s'est imposé dans le parcours de la visite du ministre de la Santé publique à Douala. Au cours de la rencontre d'information et d'échange MinSanté JICAM, le docteur Manaouda Malachi a annoncé que l'épouse du Français de 58 ans, précédemment confirmée, a elle aussi été isolée du côté de Yaoundé. Il a profité de l'occasion pour expliquer réellement ce qu'est le coronavirus. En termes simples, c'est une grippe. Et une grippe peut arriver partout, mais il y a des facteurs d'accélération de la grippe qui est l'hiver en réalité. Donc il faudrait comprendre cela comme cela. Et puis maintenant, lorsque nous avons ces cas qui nous arrivent, c'est des personnes qui arrivent de l'autre côté, mais deux fois qui, en partant eux-mêmes, n'avaient pas connaissance de ce qui leur arrivait. Le ministre de la Santé publique rassure toutefois que la situation est sous contrôle, le dispositif mis en place ayant fait ses preuves. Ici à Douala, sur la place portuaire précisément,
précisément, c'est le personnel du poste de santé aux frontières qui s'assure du fonctionnement et du respect des mesures de contrôle. Navires entrant ou sortant, les passagers à bord sont identifiés, désinfectés et passés au thermomètre thermique. Si un cas suspect est détecté, la prise en charge se fait dès le navire pour une conduite immédiate en zone d'isolement. À l'hôpital à Quintigny, où le ministre de la Santé s'est également rendu, une unité d'isolement équipée en matériel stérilisé et autres appareils médicaux a été aménagée. D'autres dispositions seront prises pour une lutte plus renforcée contre l'épidémie du Covid-19. Pour l'heure, le ministre de la Santé publique recommande à tous le respect scrupuleux des règles d'hygiène, comme se laver les mains toutes les 30 minutes, tousser ou éternuer dans un mouchoir et surtout appeler le téléphone vert, le 1510, en cas de fièvre intense. Les maîtres mots restent vigilance et respect strict des règles d'hygiène. Dans la suite du journal, ce décret portant convocation des électeurs de certaines circonscriptions électorales en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le président de la République décrète article 1er les électeurs des circonscriptions électorales suivantes: Menchoum Nord, Bouy Ouest, Mézam Sud, Bouy Centre, Bouy Sud, Mézam Centre, Momo Est, Menchoum Sud, Momo Ouest et Mézam Nord, région du Nord-Ouest, et les Bialem, région du Sud-Ouest, sont convoqués le dimanche 22 mars 2020 à l'effet de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Article 2. Les bureaux de vote seront ouverts à 8h et fermés à 18h. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé le 6 mars 2020, signé le président de la République, Paul Biya. Le décret portant convocation du corps électoral en vue des législatives partielles est donc rendu public. L'élection des députés à l'Assemblée nationale pour les 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aura lieu le dimanche 22 mars 2020. En attendant, les acteurs du processus électoral vont devoir se remettre en selle pour le scrutin à venir. Plus de détails avec Séverin Alégambélé. Au sortir de l'audience de règlement du contentieux post-électoral, l'arrêt du Conseil constitutionnel a bien indiqué les circonscriptions dans lesquelles les élections sont à reprendre. Il s'agit du Lebialem dans la région du Sud-Ouest, la Mézam, Momo, Bouy Menchoum dans la région du Nord-Ouest. Et pour les 6 partis politiques en compétition, il faut se remettre à flot. En ce qui me concerne, je vais continuer mon devoir de dire au président de la République de rendre la situation saine pour qu'on puisse tenir une élection. Parce que c'est de notre souhait que la paix revienne dans ces 2 régions. Nous allons préparer les partiels et nous verrons. Nous avons travaillé pour gagner et le résultat que nous avons obtenu nous semble être à la mesure du travail que le RDPC a fait. Le parti politique BRIC, en lice dans la Mézam, a déjà une idée de ce qu'il y a à faire. Nous allons bien nous préparer dans les prochains jours pour mieux affronter le RDPC. L'administration territoriale, les forces de défense et de sécurité ont le devoir de garantir l'encadrement sécuritaire des opérations de vote, tandis que Elections Cameroun va s'atteler à l'organisation matérielle du scrutin en termes de production, de conditionnement, d'acheminement du matériel électoral et de gestion des bureaux de vote, dans une approche qui tienne compte de l'environnement sociopolitique. C'est le même bureau de vote, il ne peut pas changer, puisque c'est des bureaux de vote qui tiennent compte des localités, des questions sociologiques, de la présence des populations. Mais ce qu'on va faire, nous allons le faire comme nous avons fait dans les autres régions, c'est que ces centres de vote, on va les multiplier, comme on l'a fait partout, pour permettre que maintenant l'électeur soit plus proche de son bureau de vote comme d'habitude. Le scrutin du 22 mars va probablement apporter des changements dans la cartographie politique de l'Assemblée nationale. La ville de Maroua, dans l'extrême nord, a enfin son maire. Le docteur Sani Babani du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a été élu la nuit dernière à ce poste au terme d'un scrutin âprement discuté. Il a obtenu 50 voix contre 48 pour son challenger du FSNC. Il y a eu 7 bulletins nuls. Le film de cette élection a rebondissement avec Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Un accouchement difficile. Après 72 heures de travail empreinte de tractations diverses, Sali Babani, candidat du RDPC à cette élection du maire de la ville de Maroua,
a finalement obtenu la confiance de 50 des 100 conseillers municipaux. Nous avons une vision pour la ville de Maroua. Cette vision sera calquée, bien évidemment, sur la loi cadre portant sur la décentralisation. Ce sera notre boussole. Contestant les résultats de l'élection du maire, les 35 conseillers municipaux du FSNC, dont le candidat a obtenu 48 voix, ont appliqué la politique de la chaise vide pendant l'élection de Jovan Godjou et de Ousmane Hayatou Hawa au poste de premier et deuxième adjoint. Mais ce faible boycott, constate le préfet du Diamaré, ne porte pas atteinte à la crédibilité des opérations. Il n'y a aucune ambiance de violence ou de menace tout autour de nous. Ça veut dire que les uns et les autres ont accepté le résultat de ce soir. Je dois exprimer toute ma satisfaction pour tout l'accompagnement. Docteur en histoire économique et sociale, le tout premier maire de la ville de Maroua a contribué avant son élection à la construction des infrastructures culturelles, dont le monument d'Iba Sangué, situé à l'entrée sud de la ville. Il aura 50 ans le 8 novembre prochain. Le maire de Douala, Roger Victor Mbassandine, a officiellement reçu les clés de la ville de Douala ce jour. La cérémonie de passation technique de service était présidée par le préfet du Vouri. Nous y reviendrons. La suite de notre série sur les organisations non gouvernementales avec ce soir ces questions. Que risquent-elles ces ONG si elles ne respectent pas leur cahier des charges? Un État peut-il mettre fin aux activités d'une organisation non gouvernementale sur son territoire? La réponse à ces questions est oui, mais ceci au terme d'une procédure liée au non-respect des clauses. Qu'est-ce qui est donc effectivement prévu? Question à Oswald Medou. Leurs actions visent pour la plupart du temps des desseins nobles, dans l'humanitaire en général, le social et la santé notamment. Les actions des organisations non gouvernementales ont plus d'une fois été salutaires pour de nombreux États. Mais lorsque le chien de garde de la démocratie tend à prendre un peu plus de liberté que ce que ses prérogatives lui permettent, l'État qui l'accueille peut et a le droit de tirer sur la laisse. La loi de 1999 sur les ONG donne le pouvoir au ministre en charge de l'administration territoriale de suspendre pour une période qui ne doit pas dépasser 3 mois une ONG qui viole le principe de non-gouvernemental ou bien le principe d'être apolitique. Ce n'est là d'ailleurs qu'une première mesure. Au rappel à l'ordre succède la suspension de l'agrément ou son non-renouvellement. Quand les activités d'une ONG met en péril l'ordre public ou la sécurité d'État, le ministre en charge de l'administration territoriale a donc pouvoir de suspendre définitivement les activités de cette organisation sur le territoire camerounais. L'État qui accueille l'ONG se réserve aussi de traduire en justice les responsables de ces associations dans des cas précis. Les responsables qui, au mépris de cette suspension ou bien sans autorisation, exercent les activités d'une ONG sur le territoire camerounais risquent les peines d'emprisonnement qui vont de 3 mois à 1 an et les amendes de 100 000 à 1 million de francs CFA. Mais le cahier des charges qui autorise leur implantation sont suffisamment précis pour que les ONG ne sortent pas des clous. Toute action en dehors devient alors illégale. Parlons de la coopération Cameroun-France. Un acteur majeur de l'accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études en France s'installe à Yaoundé. La start-up Stodley, opérationnelle dans 12 pays du continent, a ouvert ses bureaux à Yaoundé, la capitale. C'était en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, Séverin Alégambélé. Le rêve pour les jeunes Africains, les jeunes Camerounais, d'aller poursuivre des études en France, s'est souvent transformé en cauchemar. L'éventail des difficultés est assez large. Manque d'informations, insuffisance de régulation et de contrôle des acteurs positionnés dans ce secteur d'activité. Pour plus d'efficacité dans la mobilité des étudiants africains, les jeunes promoteurs de l'économie numérique ont mis en place la structure Studele en accord avec les autorités consulaires françaises. Une start-up qui servirait de guichet unique pour les services indispensables aux étudiants. Notre première mission, c'est de faciliter l'intégration de l'étudiant à son arrivée en France, à l'étranger. Aujourd'hui, on a pu accompagner 4000 étudiants dans 15 pays. À l'inauguration des bureaux de Yaoundé en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, il a été présenté des services fiables et sécurisés. Dans une économie ouverte, très concurrentielle, très compétitive, c'est important que chacun donne le meilleur de soi-même et que Studeli aussi se renforce. Parce que l'objectif du gouvernement français, c'est d'augmenter, d'accroître
le nombre d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études en France, et parmi lesquels les étudiants camerounais. C'est une vision stratégique que nous avons, de contribuer à une meilleure formation de tous les étudiants à travers le monde. Bien que relevant de la vision stratégique des autorités de Paris, les études en France sont réglementées. Il faut, par conséquent, dès le départ, avoir la bonne information. Les activités de la GIF s'intensifient. La journée internationale de la femme, c'est dans 2 jours. Une série d'activités rythme le quotidien des dames du CRASER, du CIRCB ou encore de la Fondation Chantal Biya. Table ronde, dépistage de cancer gynécologique, marche sportive et causerie éducative constituent des moments d'échange et d'apprentissage. La synthèse de ces activités avec Joseph Clément Omba. Fleuron de la recherche au Cameroun, le Centre international de référence Chantal Biya fait aussi de l'approche genre une priorité dans son mode de gouvernance. Autour du directeur général, professeur Alexis Ndiolo, du représentant de NUFAM, du sous-directeur en charge de la promotion du genre au ministère de la promotion de la femme et de la famille et du chef de bureau des ressources humaines au CIRCB, les panélistes de la table ronde louent les efforts du top management du CIRCB. Ici, 50% de femmes parmi les effectifs, alors que le déséquilibre dans les postes de responsabilité est favorable aux femmes. C'est une attention particulière qui est mise pour la promotion des femmes au CIRCB, pour la promotion des jeunes filles. À la Fondation Chantal Biya, qui héberge un centre de vaccination, nous on a choisi d'entretenir les mamans sur l'importance de la vaccination. Les vaccins aident les enfants à éviter certaines maladies infectieuses. Les vaccins protègent en même temps la mère. Au CRASER, des dépistages gratuits des cancers gynécologiques sont organisés. En prime, le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qu'on peut détecter et traiter. C'est un cancer qui est curable. Toujours dans le cadre de cette journée internationale de la femme, les dames du CRASER et celles de la Fondation Chantal Biya s'affrontent dans un match de gala. C'est au stade de la garde présidentielle à Méline. Malgré la victoire de la Fondation Chantal Biya au tir de but, le seul vainqueur, c'est la femme camerounaise. Les femmes de la Sûreté nationale, aux côtés des familles des policiers tombés sur le champ d'honneur et au chevet des blessés, elles leur ont apporté assistance matérielle et surtout du réconfort moral. C'était ce jour à Yaoundé dans le cadre des activités de la GIF, de la Journée internationale de la femme. Franck Evina pour les détails. Ils payent le prix du sacrifice. Frôler la mort au champ de bataille, puis lutter pour la vie sur un lit d'hôpital. Pour ces policiers blessés de guerre, le réconfort des femmes de la DGSN est une seconde thérapie. Du matériel d'hygiène, des denrées alimentaires, mais surtout des mots pour remonter le moral. L'élan de solidarité se poursuit dans les familles des camarades morts pour la patrie. Forte charge émotionnelle à la rencontre de ces mères, enfants et veuves encore étreints par la douleur. À chaque étape, un pagne du 8 mars et une enveloppe symbolique pour signifier la constance d'une solidarité agissante. Le patron nous a demandé de venir vous dire que vous faites partie de la police. En cette journée internationale de la femme, nous venons vous rencontrer pour vous offrir un pagne de la Journée internationale de la femme, afin que vous la célébriez comme nous, fonctionnaires de police. Il y a donc de quoi croire en l'avenir au sein de cette grande famille de la police qui n'oublie pas ses morts. Au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, les dames ont fait valoir leur talent culinaire à travers une journée gastronomique tenue au siège de leur institution. Sur les motivations d'une journée gastro, je vous propose d'écouter Zita Andela Ahanda. Elle est présidente de l'association des femmes du Minepat. Elle est au micro de Étienne Pascal Azégué. Nous avons installé la journée gastronomique au Minepat pour montrer les talents culinaires des femmes du Minepat. Pour dire que la femme du Minepat n'est pas seulement celle-là qui traite les dossiers au quotidien, elle sait aussi tenir sa cuisine pour faire découvrir à nos hommes, les hommes du Minepat, ce que nous sommes capables de faire. Nous avons sur notre buffet les mets traditionnels tels que le héros, le sanga, au coq, ndolé, mbongo, poulet fumé, ndomba de poisson et d'autres mets. La SFEM Minepat est une association qui a été créée au sein du Minepat pour regrouper les femmes du Minepat afin que nous puissions débattre de nos problèmes au quotidien, les problèmes professionnels et autres.
Elles ont choisi de porter leur regard et leur attention sur des voisins dont le quotidien est loin d'être rose. Les dames de la CRTV étaient au chevet des patients de l'hôpital Jamo de Yaoundé, les bras remplis de paquets. Michel Renaud-Wandja. Après la rencontre sportive de la veille, les dames de la CRTV se sont rendues ce vendredi à l'hôpital Jamo, manifester leur solidarité aux patients de cette structure sanitaire. Quand ils crient de ce côté-ci de la barrière, nous entendons dans nos bureaux. Nous sommes venus avec ces quelques symboles grâce au soutien de tous les hommes de la CRTV, en commençant par M. Charles Ndongo, le directeur général. Pour cette descente, ces professionnels de l'audiovisuel sont venus les mains pleines de dons constitués de denrées alimentaires, du matériel pour des petits soins et autres produits de première nécessité. Un geste salué par les bénéficiaires. Recevoir un tel don en cette période, c'est un peu rare. Donc je remercie les dames de la CRTV. Comme la CRTV a comme slogan la CRTV au cœur de la nation, ces dames ont fait agir leur cœur. Les femmes de la CRTV viennent d'ailleurs démontrer par ces gestes leur talent dans l'humanitaire. La responsabilité des femmes managers et gestionnaires de fonds devant le Conseil des disciplines et des finances, ce thème était au centre d'un séminaire organisé par la ministre déléguée à la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État. Christelle Fouda nous en donne des précisions. Efficacité et performance, c'est l'objectif visé par les femmes gestionnaires de fonds pour cette 35e édition de la Journée internationale de la femme. Sous l'impulsion du ministre délégué à la présidence de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État, il s'est donc avéré nécessaire de renforcer les capacités de ces dernières. Dans quelques jours, nous allons célébrer la Journée internationale des femmes et nous voulons montrer à tout le monde que ce que l'homme fait, la femme peut faire mieux même que les hommes. Et nous avons les femmes ordonnateurs, les femmes gérantes, les femmes gestionnaires. On les amène ici pour les former comment bien gérer leur entité et pour être à la hauteur de ce qu'on les a demandé de faire. En 4 thématiques, les contrôleurs d'État du ministère ont inculqué aux apprenantes les notions de bonne gouvernance et de responsabilité devant la commission disciplinaire et financière. Outils qui contribueront à éviter les dérives qui ternissent à coup sûr l'image de la femme. La Croix-Rouge camerounaise et le BIR, aux côtés des détenus de la prison centrale de Nanga et Boko, c'est dans la Haute-Sanaga. L'organisme humanitaire et le corps d'élite ont fusionné pour réconforter les pensionnaires du pénitencier. Carmen Billet y était, voici son reportage. Elles sont heureuses, ces pensionnaires de la prison principale de Nanga et Boko. Ces pas de danse en sont la preuve. Ici, le 8 mars aura une coloration particulière cette année grâce à la générosité de la Croix-Rouge camerounaise et son partenaire, le bataillon d'intervention rapide. L'activité première de la Croix-Rouge, c'est l'assistance aux personnes nécessiteuses et déshéritées. La prison principale de Nanga Boko regorge un nombre important de femmes. Nous voulons montrer par ce geste aux femmes qu'elles ont des droits. Elles ont droit à la dignité. Et cette activité est menée dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Ce don, composé entre autres de kits de toilette, de matériel de couchage et de denrées alimentaires, est gracieusement offert par le BIR, un geste que le corps d'élite met sur le compte de ses actions civilo-militaires. Ceux qui suivent quotidiennement le BIR savent que sur toute l'étendue du territoire national, le BIR est spécialiste en dehors de faire la guerre pour apporter le réconfort, pour alléger les souffrances et pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est un élan de solidarité à l'endroit de nos compatriotes. En guise de remerciement, les détenus ont tenu à offrir quelques-unes de leurs œuvres à celles qu'elles appellent affectueusement Maman, la présidente de la Croix-Rouge camerounaise. Un important stock d'équipements techniques, de topographie et de géodésie a été remis ce jour au service déconcentré du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. C'était à l'esplanade de l'immeuble ministériel numéro 2. Le ministre Henri Eyébia ici des Domaines a prescrit le bon usage de ce matériel de travail. José Gaïtan Tchanga.
C'est un matériel composé de 34 stations totales, 20 récepteurs GPS et 32 GPS de navigation d'une valeur de plus de 335 millions de francs CFA. Il est remis aux responsables des services déconcentrés du ministère des Domaines. Les équipes du MINCAF qui sont décentralisées vont pouvoir faire des relevés topographiques, cartographiques pour par exemple relever les limites de parcelles et ainsi pouvoir immatriculer de nouvelles parcelles ou vérifier l'immatriculation de parcelles existantes. Cette importante dotation vient répondre à un besoin, fruit de la coopération entre l'État du Cameroun et la Banque africaine de développement. Cette livraison vient relever le plateau technique du cadastre. Nous sommes confiants en ce que nous allons pouvoir réaliser un saut qualitatif dans le relèvement du niveau du plateau technique des services déconcentrés du MINCAF au niveau régional, au niveau départemental, pour assurer que les procédures d'immatriculation foncière. La dernière dotation en pareils équipements techniques remonte à 1986. Le ministre des Domaines a instruit à ses collaborateurs à en faire bon usage. Avec un de mes collègues espagnols. L'actualité internationale dans le monde cette semaine nous amène en Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara a créé la surprise hier jeudi en annonçant son intention de ne pas briguer un nouveau mandat à la présidentielle d'octobre prochain. En Guinée-Bissau, la crise s'enlise. Deux gouvernements lancent des appels contradictoires aux fonctionnaires, tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden, vainqueur du Super Tuesday, fait son chemin vers l'investiture démocrate à la présidentielle de novembre 2020. Le récap de l'actualité internationale, Carlet Tessot. Dans le monde cette semaine, avec un cas confirmé ce vendredi, le Cameroun entre dans la liste d'une quarantaine de pays désormais touchés par le Covid-19 à travers le monde. Le dernier bilan officiel de l'OMS fait état de plus de 81 000 cas de contamination et plus de 2760 morts. La surprise est venue ce jeudi de la Côte d'Ivoire où le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé son intention de ne pas briguer un nouveau mandat à la présidentielle d'octobre 2020. Toujours ce jeudi, le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, où ce frère de l'ancien président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo, qui mettra fin à la crise post-électorale en Guinée-Bissau. Après la présidentielle de fin décembre 2019, deux gouvernements subsistent dans le pays où des appels contradictoires ont été lancés aux fonctionnaires par l'équipe d'Aristide Gomes et celle d'Oumaro Embalo qui a organisé sa propre investiture du répit entre les combattants à Idlib en Syrie. Les présidents turcs et russes se sont accordés pour un cessez-le-feu dans la zone. Refermons ce tour de l'actualité dans le monde avec la victoire de Joe Biden au Super Tuesday. Ce mardi, la primaire démocrate organisée dans 14 États en vue de la présidentielle américaine du 3 novembre prochain donne une légère avance à l'ancien vice-président face à son rival, Bernie Sanders. À l'affiche des rendez-vous culturels, l'actualité des salles de cinéma, mais également des concerts de musique pour célébrer la femme. Isnebo et d'autres artistes du Septentrion vont faire monter les décibels à Ngaoundéré ce dimanche, tandis que l'Institut français du Cameroun à Yaoundé verra le lancement d'un album. Voyons tout cela avec Alex Kokola. Un week-end qui célèbre particulièrement la femme. D'abord, rendez-vous dans les salles de cinéma avec Sonic de Hedgehog qui est sur grand écran pour ce week-end au canal Olympia Club de Bessengue à Douala. Dans le rayon musical, premier arrêt en Ngaoundéré dans la Damawa. L'artiste Isnebo et d'autres guest stars du Grand Nord offrent un grand spectacle ce dimanche 8 mars à l'occasion de la fête de la femme à la salle de la culture de Ngaoundéré. Ici à Yaoundé, notamment à l'Institut français, Laure Nord enflammera ses mélomanes dans un concert unique. Elle rendra hommage à la femme africaine, et bien, avec son nouvel album. Et ce, à partir de 19h.
Dans le gospel, Tintini Sidi illuminera les amoureux de la musique religieuse lors de son concert ce 8 mars. Ce sera à 16h à la chapelle de la gloire du Christ, ici même à Yaoundé. Bonne fête de la femme et excellent week-end. Et le compte à rebours du Chant 2020 qui se poursuit. 28 jours nous séparent du début de la compétition. Ce vendredi, nous prenons la direction de la région du Sud-Ouest. Le stade Omnisport de Limbé est le terrain principal du groupe D où vont évoluer la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. L'ouvrage est prêt à ouvrir ses portes. En voici la présentation avec Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest. À moins de 6 mois du coup d'envoi, la mise à jour se peaufine au stade Omnisport de Limbé qui a une capacité de 20 000 places. Il y a plus de 6 entreprises que l'État a signé les contrats pour fournir les matériels que la CAF a demandé et les autres matériels que l'État pense que c'est important. Après sa brillante contribution au succès retentissant de la CAN féminine en 2016, l'infrastructure présente des éléments plus que jamais convaincants. On a la salle de massage, on a le tribune de médias, le centre de presse et d'autres facilités comme l'électricité, les internets et tous les autres sont présents. Les agents d'entretien sont à pied d'œuvre pour maintenir l'éclat habituel des lieux. L'aménagement des espaces médias est également en cours. Une équipe de consultants déployée par la CAF vient de procéder à la reconnaissance des installations pour une préparation optimale. Le stade Omnisport de Limbé, c'est aussi son vaste parking où plus de 3000 véhicules peuvent être stationnés. Le public sportif du Cameroun et d'Afrique en général pourra alors s'attendre à de grands moments de football pendant le Chan 2020. La Fédération camerounaise de boxe fait face à une pénurie de ressources. C'est grâce à des emprunts contractés qu'elle a pu organiser le championnat d'Afrique de zone 3, assurer la préparation et la qualification des 3 boxeurs pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce malaise a été exprimé au professeur Narcisse Moïle Kambi, le ministre des Sports, ce vendredi à Yaoundé. Narcisse Moïle Kambi, le ministre des Sports, recevait en audience les médaillés d'or de Dakar qualifiés pour les Jeux olympiques. Voici le compte rendu d'Evariste Yenga. Ils sont au bord du chaos, les boxeurs camerounais. Pas de prime de podium pour les médaillés du championnat d'Afrique zone 3 de janvier dernier à Yaoundé. Pas encore de prime pour ces qualifiés aux Jeux olympiques partis à Dakar au moyen des emprunts financiers contractés par la fédération. Voilà quelques-unes des doléances soumises au patron des sports. Accueille de manière favorable tous les dossiers financiers dus à toute cette campagne et même parce qu'il faut reconnaître ces enfants qui sont partis sans un sou, sans prime, sans rien du tout. Autre doléance, l'accord de la tutelle pour une participation d'autres boxeurs au prochain tournoi de qualification. Ça, c'est un tournoi mondial qui se déroule à Paris du 9 au 21 prochain. Le colonel Hamad Kalkaba s'est fait avocat de leur cause. Le président du comité national olympique a sollicité une prise en compte de ces doléances. La suite réservée est favorable, dira le professeur Narcisse Moïle Kambi dès sa prise de parole. Une promesse bien accueillie par les pugilistes et leurs porte-parole. C'est ce que nous retiendrons tous. Non seulement le ministre est conscient du fait que ces garçons sont partis dans des conditions extrêmement difficiles. En marge de ces questions d'urgence, Wilfried Sey, Albert Mengue et Maxime Yegnon, les qualifiés pour les Jeux olympiques, ont été félicités par la tutelle sportive. Des sourires de convivialité au sortir du ring entre les boxeurs et le ministre des Sports. Il n'y a pas eu de chaos, finalement. Ce journal s'achève à retenir. C'est confirmé 2 cas de coronavirus sont signalés au Cameroun. Un Français d'origine camerounaise et une Camerounaise ayant été en contact étroit avec le premier cas déclaré. Ils sont en isolement à l'hôpital central de Yaoundé. Le ministre de la Santé publique rassure et appelle à la vigilance. Et puis, ce sera le 22 mars, la date des législatives partielles dans certaines circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le décret portant convocation des électeurs a été signé ce jour par le président de la République. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguené et de Georges Marcel Messila. Ce journal a été préparé avec la collaboration de Oswald Medoung, de Mirabel Tala, de Alex Kokola et de Mariam Mazou. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.
CRTV News, ici, toute l'info. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flexed elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Sept conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.